Salut et bienvenue, tu peux voir l'ambiance elle est posée aujourd'hui, j'ai mis la petite chemise à motif, la tapisserie à motif, c'est les vacances, hein, tranquille. Bon, je vais parler avec toi du gros problème des ETF. Mais avant ça, il faut quand même que je te dise qui est-ce que je suis. Tu ne me connais sûrement pas. Je m'appelle Clément, j'ai 21 ans, je suis investisseur et je fais ça en parallèle de mes études. J'ai investi plus de 20 000 euros en bourse, environ 400 000 euros en immobilier via une SCI avec un associé hors externe à ma famille. Enfin bref, j'ai déjà fait assez de vidéos là-dessus. Et contrairement à tous les autres YouTubeurs que tu vas pouvoir voir sur la plateforme, en fait, j'ai un cerveau et je l'utilise et j'en ai marre en fait d'entendre des banalités du genre faut investir en ETF, attention au levier. Non, en fait, quand tu es comme moi, tu viens d'une situation où tu n'as pas d'argent, tu viens d'une famille classique où en fait, faut faire des études, travailler, etc. Non, tu dois faire des efforts pour te créer un patrimoine, prendre du risque, mais en face, tu as de la rentabilité. C'est tout le principe de l'investissement. Bon, pour le problème des ETF, je te l'ai divisé en 3 problèmes. Bon, déjà, premier problème d'un ETF, les ETF, ce sont des putains de leviers, voilà, faut dire le mot, des leviers sur la volatilité du marché. J'appelle ça l'effet troupeau de moutons. Pourquoi? Parce qu'un ETF, par principe, c'est de l'investissement passif. C'est j'investis sur un indice. Exemple, le CAC 40 il est composé de 40 entreprises. Un jour, Total va monter, le lendemain, ça va baisser, enfin bref. Toi, tu vas investir sur la totalité. Donc, si Total baisse, en fait, ton ETF va baisser. Si ça monte, ton ETF va monter. Maintenant, imaginons qu'on ait des spéculateurs, des traders, enfin bref, qui décident soit de tout faire monter, soit de tout faire descendre, ou alors ils prennent LVMH qui représente, je crois, 10% de l'indice et ils le font exploser et il y a une bulle qui se crée sur LVMH, sur les valeurs du luxe avec L'Oréal, etc. Et toi, tu seras exposé à la bulle parce que le fait que plein d'autres investisseurs avec toi investissent dans des ETF va faire que tout d'un coup, si LVMH gagne de la valeur, les ETF vont devoir ajouter plus d'argent sur LVMH, ce qui fait que ça va devoir augmenter et ça va auto-entretenir une bulle énorme. Et c'est pour ça que j'appelle ça un levier sur la volatilité. Ça veut dire que ça va amplifier les mouvements à la hausse comme à la baisse. Donc si jamais il y a un fonds d'investissement qui décide de vendre une position et que ça fait baisser LVMH de 1%, le fait qu'il y ait autant de leviers, autant d'argent qui soit sur cet ETF va faire que tous les ETF vont devoir vendre 1%, ce qui va faire que le marché va descendre par exemple de 10%. Et ce problème-là, il a lieu parce que les ETF représentent enfin plus de la moitié du marché américain. Voilà, donc mon exemple avec le CAC 40 n'était pas bon, il était hors sujet, mais c'est pour que tu puisses comprendre. Et ça, du coup, c'est pas bon. Imaginons que tout le marché soit passif, il se passera plus rien. Et si on va dans l'extrême et qu'on part du principe qu'il n'y a plus qu'un mec qui est en gestion active, il suffit qu'il achète un truc pour que tous les ETF passifs qui attendent qu'il se passe quelque chose achètent ce truc-là pour qu'ils gagnent de l'argent. Donc, c'est pour ça que j'aime pas les ETF parce que par définition, tu es un mouton. Deuxième problème avec les ETF. Hey, il faut que je t'arrête 2 secondes, j'ai remarqué que mes vidéos vous plaisaient de plus en plus et pourtant il y a de moins en moins de likes. La dernière fois où je vous l'ai demandé, vous avez explosé tous les records. Donc si cette vidéo t'est utile, si tu veux me soutenir dans tout mon parcours, n'hésite pas à mettre toi aussi un like, ce sera vraiment un énorme soutien. Sachant que le seul truc que je regarde vraiment pour savoir si une vidéo est utile, ce sont les likes. Allez, je te laisse reprendre la vidéo. La valorisation des entreprises incluses dans l'indice est surévaluée et les entreprises qui sont en dehors des indices sont sous-évaluées. On prend le S&P 500 qui est l'indice américain qui reçoit le plus de flux monétaires. Ça fait que si tu es la 500e entreprise, enfin la 501e entreprise, même si on a déjà plus de 500, mais ça c'est un autre détail, tu rentres dans l'indice. Le jour où tu rentres dans l'indice, tu exploses. Tu fais peut-être x2 parce que tout d'un coup, tu as beaucoup d'ETF qui vont acheter tes parts. Même si tu vas représenter que 0,001% de l'indice, ça fera quand même de gros montants. Maintenant, si on prend l'effet inverse, tu sors du S&P 500 et tout d'un coup, tu perds 10, 20, 50% de ta valorisation. Est-ce que tu trouves ça logique? Pourtant, l'entreprise, c'est toujours la même. Elle est juste rentrée ou sortie d'un indice. Donc là, tu as plusieurs façons de le penser. Soit tu penses que le fait de rentrer dans un indice, ça donne plus de valeur à une société. Soit tu es comme moi et tu pars du principe qu'une société, ça reste une société, qu'elle soit ou non comprise ou incluse dans un indice. Et dans ce cas-là, tu évites d'investir dans des entreprises qui sont cotées sur de gros indices parce que tu sais très bien que tu vas payer trop cher ton entreprise et qu'il valait mieux l'acheter avant qu'elle rentre ou alors qu'il vaut mieux se concentrer sur d'autres entreprises qui ont moins ce risque de survalorisation. Pourquoi? Parce que si tu achètes une entreprise surévaluée, tu as plus de risque qu'elle redescende à sa juste valorisation et si elle le fait, tu vas perdre de l'argent. Même si tu achètes une super entreprise. On entend beaucoup ça, les investisseurs quality
te balancent des trucs en mode non mais moi si j'achète que des entreprises de qualité, elles vont forcément prendre de la valeur et donc ça va être trop bien, je vais gagner de l'argent. Il faut différencier en fait la prise de valeur d'une entreprise, la croissance d'une entreprise et sa valorisation. C'est comme un bien immobilier, tu vois. Si tu achètes certes une maison super bien placée dans Paris ou que tu l'achètes 2 fois le prix de marché, ta boîte attendre 5-10 ans quand tu vas la revendre, soit tu feras une moins-value, soit tu la revendras le prix que tu as acheté parce que tu l'as acheté beaucoup trop cher à l'époque. Bref, ça c'était le deuxième problème. Terminons avec le troisième problème, le choix de l'ETF par rapport à un référentiel erroné. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que le principe d'un ETF, c'est de faire de la gestion passive. Donc, je ne me prends pas la tête, je ne veux pas commencer à faire Bac+12 recherche d'entreprise en bourse et je vais choisir un ETF. Sauf qu'il existe une multitude d'indices. Il existe 3, 4, 5, 10 indices aux États-Unis, la même chose en France, la même chose en Inde, en Chine, en Pologne, en Italie, au Portugal, enfin bref. Il existe des centaines d'indices, puis en plus il y a des filtres ESG, des filtres de critères quality, des filtres de critères value. Il existe des milliers en fait d'indices. Ensuite, il y a un peu moins d'ETF parce que quand tu crées un ETF, il faut quand même qu'il y ait de l'argent qui rentre dedans. Et pour qu'il y en ait, tu ne peux pas en créer à l'infini parce qu'il n'y a pas d'argent à l'infini. Et une fois que tu as ça, tu dois choisir ton ETF. Sauf que tu vas te baser sur quoi pour choisir ton ETF? Soit tu te bases sur la performance, tu dis tiens, le Nasdaq 100, il a fait la meilleure performance depuis 10, 20, 30 ans, je vais investir sur le Nasdaq 100. Ok, sauf que là, en fait, tu es super biaisé. Parce que ça, tu as regardé que les 30 dernières années, le Nasdaq 100, il n'existe pas depuis 300 ans. Ensuite, ces dernières années, il se trouve que le Nasdaq 100 en fait, a gagné au loto. Mais peut-être que ça n'aurait pas été le cas s'il n'y avait pas eu les GAFAM. Peut-être qu'en fait, ce serait parti ailleurs. Peut-être qu'il aurait fait une mauvaise performance. Peut-être qu'en Inde, ils vont te sortir des entreprises qui vont exploser les actions américaines. Peut-être que la législation américaine va changer et faire que la fiscalité sera moins intéressante et que les entreprises vont se coter ailleurs. Je ne pense pas. Mais je te dis juste que en fait, là, tu te bases déjà sur des critères qui sont importants. Tu crois aux États-Unis, tu crois en plein de choses. Si tu n'es pas conscient de tout ça quand tu vas faire ton choix d'ETF, te prends pas la tête, t'investis dans le ACWI, c'est All Country World Index, IMI en plus, donc Investable Market Cap, toutes les entreprises, que ce soit les grosses, les petites, les pays développés ou en voie de développement, tu investis sur le marché boursier mondial. Je trouve que c'est une connerie en fait d'investir sur le marché boursier des États-Unis, le marché boursier des pays émergents, le marché boursier de telle ou telle catégorie. Sinon, c'est déjà en fait un choix, c'est déjà quelque chose d'actif. Et il n'y a pas de mal à ça, je tiens à le préciser. Je te dis juste que si tu en es au point où tu passes des heures à chercher le meilleur ETF pour ton portefeuille, pour gagner tant de pourcentage ou pour au cas où, tiens, si les États-Unis déclinent et si la Suisse remonte et si… Arrête, tu vois. Soit tu fais du stock picking, soit tu prends le moins chiant, le moins cher et tu te rends à l'évidence. Mais évite de te voiler la face en disant non mais moi je suis un investisseur passif alors que tu passes des heures à choisir des ETF. Voilà, maintenant que j'ai enfin dit ces 3 gros trucs qui m'énervent avec les ETF, je n'ai rien contre les gens qui investissent en ETF quand c'est fondé, mais quand je vois des portefeuilles de 10, 15 ETF ou alors 3 ETF, arrêtez vos conneries. Donc on va lire ce petit article pour finir le tout. J'espère que c'est intéressant. Je t'avoue que je ne l'ai pas lu et si ce n'est pas intéressant, je le couperai. Allez, la gestion passive poursuit une ascension qui paraît illimitée. Sur le marché mondial, les ETF ont attiré 126,5 milliards de dollars en mars. Il s'agit de la plus rapide progression de cette année après les 109,7 milliards en février selon les statistiques d'iShares. iShares qui est une boîte de BlackRock. C'est la marque qui crée les ETF. Les ingrédients qui alimentent le succès de la gestion passive plaident en faveur d'une poursuite de leur dynamisme. La gestion passive dépasse la gestion active. En 2024, pour la première fois de leur histoire, la taille des fonds passifs américains a dépassé celle des fonds qui visent une meilleure performance que l'indice. Et soit dit en passant, c'est pas plus mal parce que en effet, avec tous les frais de gestion, les frais de surperformance, les frais d'entrée, les fonds actifs sont un mauvais choix et ont plus tendance à sous-performer les indices de référence que les ETF, puisque par définition, ils suivent le marché. Il est vrai que dans ce domaine, les États-Unis se distinguent du reste du monde, puisqu'au sein de ce reste du monde, la gestion passive ne dépasse pas les 26% du total. Mais lorsque l'on sait à quel point les tendances naissent aux États-Unis, il serait surprenant que cette progression s'arrête prochainement en Europe. Putain, il y a eu des fautes là, compliquées. Sachant que pour compléter cette dernière phrase, en Europe,
on a un très gros retard par rapport aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui investissent. Donc, en fait, c'est déjà plus facile de convaincre des gens qui investissent de plutôt passer sur du passif ou de l'actif parce qu'ils investissent déjà. En France ou en Europe plus globalement, les marchés boursiers, c'est assez complexe. Il y a peu de gens qui investissent, ce qui fait en fait que même si tous les Européens qui investissaient se mettaient à passer en passif, comme il y a beaucoup de flux américains, de flux étrangers, etc., qui eux sont actifs, ça ferait que la gestion passive serait quand même minoritaire. Enfin, je pense, comme si j'avais les stats en tête, mais j'essaie de te faire comprendre pourquoi est-ce qu'il y a un tel écart entre les États-Unis et les pays européens. C'est surtout parce qu'il y a aussi beaucoup de moins de gens qui investissent. Les bas coûts et une meilleure performance. L'attrait des ETF tient à leur meilleur rendement et à leur structure de frais plus avantageuse. Une étude de Morningstar révèle qu'en 2023, moins de la moitié des fonds actifs, donc 47%, sont parvenus à présenter une meilleure performance nette de frais que leurs concurrents passifs. Sur le long terme, l'écart est naturellement bien plus clair. Sur 10 ans, seul un fonds actif sur 4 a survécu et fait mieux que l'indice. En fait, sur une année, c'est facile de faire mieux. Sur 10, un peu moins. L'analyse des différentes catégories est parfois cruelle pour les fonds actifs. Dans les grandes capitalisations américaines, le taux de réussite des fonds actifs tombe à 12%. Toute bonne règle comporte des exceptions. Les fonds actifs sont par exemple parvenus à faire mieux que les indices en 2023 dans les obligations, 53% contre 30% en 2022. Sur 10 ans, il n'existe toutefois qu'une catégorie de gérants qui soit parvenus à battre leur homologue passif, à savoir les fonds immobiliers. Investissez en immobilier mes loulous. D'ailleurs, de toute façon, je vais créer une petite entreprise là. Je pense qu'on va s'associer, on sera peut-être 5 histoire de commencer parce que ça ne peut pas être un fonds d'investissement pour pouvoir faire en sorte que les associés de cette structure puissent mettre de l'argent, que la société puisse prêter cet argent à la SCI pour qu'on puisse faire des apports, acheter plus d'immobilier, faire exploser la SCI et ça, ce sera génial. Sachant que la société, pour pouvoir prêter de l'argent à la SCI, devra en fait détenir des parts de la SCI, donc elle aura tout intérêt à ce que cette SCI grossisse. Bref, ça c'est un autre projet, mais je te dis juste, l'immobilier, c'est la vie. Quand tu veux te créer du patrimoine, je suis la preuve concrète, j'ai eu beau emprunter 30 000 balles avec mon prêt étudiant pour investir en bourse, tu vas beaucoup plus vite en immobilier quand tout d'un coup, en fait, tu mets 400 000 sur la table. Les marchés financiers se nourrissent de l'ascension de la gestion passive, mais ils devraient la consommer avec modération. Le magazine Forbes pointe du doigt les inconvénients d'une mainmise des ETF sur les marchés. Certains experts s'attendent en effet que la gestion passive représente jusqu'à 70% du total des marchés, poussant le raisonnement à ses limites, celle d'une gestion à 100% passive, Boundary Condition Test. Le magazine financier s'interroge sur ses effets sur les sociétés cotées, les introductions en bourse et les marchés privés. Et ça, pour tout te dire, en fait, moi, ça m'arrange. Si je fais cette vidéo, c'est vraiment pour t'aider, toi, pour te convaincre, pour te sortir de tes youtubeurs là, qui sont matrixés par les conneries qu'ils disent. Non, tu pourras continuer d'investir en ETF, il n'y a aucun souci. Mais si tu veux prendre la pilule rouge, tu verras que en fait, quand tu investis dans des small caps, dans des sociétés qui sont en dehors de tout ce système qui a beaucoup d'argent à foutre en l'air, tu as de très très bonnes affaires à faire. J'ai déjà fait des vidéos sur la chaîne d'entreprises qui valent 1 milliard, parfois moins, parfois plus, et qui ont un PER de 17 et qui ont en fait une croissance de 15-20% par an sur un marché super porteur, une super trend, une méga trend, je crois qu'on appelle ça, c'est les tendances de fond, de long terme sur le prochain siècle, qui ont des marges à 60, 70, 80%. Et enfin, tu vois, ça colle pas. PER de 17 pour des marges aussi élevées, pour une croissance aussi élevée, pour tout plein de choses. Je veux bien que ce soit risqué qu'elle fasse moins d'1 milliard, mais moi, tu vois, je préfère foutre mes billes dans une entreprise qui vaut qu'1 milliard plutôt que dans une entreprise qui en vaut 2000. Bon allez, on continue. S'il n'y avait que les fonds indiciels, les sociétés cotées ne pourraient plus se comparer à leurs concurrents, observe-t-il. Le prix, fonction de l'offre et de la demande, perdrait sa valeur informative qui est au cœur du processus de découverte du marché. Dans le pire des cas, on assisterait à un gel du marché, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Le système d'IPO, donc d'introduction en bourse, serait également mis à mal en cas de prédominance de la gestion passive, puisque le mécanisme de découverte des prix serait pénalisé. Quant au marché privé, il subirait un effet de domino. C'est extrêmement improbable, mais s'il n'y avait personne pour négocier des actions individuelles, pas même des fonds à long terme, il n'y aurait pas de découverte des prix des actifs individuels, explique à Forbes Aloen Mera.
Alan Morira, waouh, j'ai bugué. La conclusion de l'article est plus positive, notant que les possibilités d'arbitrage, donc les opportunités de gain, restent considérables et continueraient d'exister si l'extension de la gestion passive devait se poursuivre. La recherche financière s'interroge aussi sur les effets du pouvoir des fonds indiciels sur les marchés, à l'image de l'étude Why do index funds have market power? Malgré la forte expansion de la gestion indicielle, les frais des différents fonds révèlent de grandes disparités qui n'ont pas lieu d'être si les forces de marché et de la concurrence fonctionnent à la perfection. Les auteurs montrent que 3 éléments conduisent à un pouvoir significatif sur les marchés de la part des gérants de fonds indiciels. Il s'agit de 3 facteurs de demande, soit l'inertie des investisseurs, donc c'est ce que je te disais, l'effet troupeau, des frictions dans la recherche de fonds et l'hétérogénéité des préférences des investisseurs et d'un facteur d'offre, à savoir les conflits d'intérêts entre les courtiers et investisseurs. L'inertie des investisseurs est mesurée par la réaction à un choc externe. Il en ressort que 99% des investisseurs retail, donc les particuliers comme toi et moi, et 95% des institutionnels sont inertes chaque mois. C'est-à-dire, c'est marqué, c'est-à-dire que 13% des petits investisseurs modifient leur portefeuille une fois par an. Les auteurs révèlent que l'élimination de l'effet d'inertie réduirait de 40% le ratio de coût moyen. Et le TER, en fait, c'est les frais que tu vas payer avec ton ETF. Donc, voilà, ce sont les frais. La suppression des frictions, liées à la fois à l'inertie et à la recherche, a un impact important sur les coûts payés par les investisseurs individuels. Le ratio de dépenses moyen payé par des investisseurs de détail, donc toujours des particuliers, diminue de 78% et l'écart type des prix diminue de 44%. L'écart type, en gros, ça mesure l'étendue des données. C'est-à-dire plus tu auras une courbe en cloche là, qui rassemble toutes les données au même endroit, plus tu auras un écart type faible, plus ça te fait une longue bosse, on dirait un dos d'âne, plus ça te fera un écart type élevé. Donc là, on est en train de te dire que tout se concentre. Le comportement des leaders d'un marché peut être un bon indicateur de l'avenir des ETF. Vendredi dernier, BlackRock a publié ses résultats trimestriels. Il en ressort que les actifs sous gestion de groupe de Larry Fink, donc le gars qui gère BlackRock, s'élèvent à 10 472,5 milliards de dollars et que la gestion indicielle représente 67% des fonds contre 26% à la gestion active, 26% et 7% à la gestion de cash. Là, je n'ai pas compris. Le leader de la gestion indicielle est progressivement devenu un acteur majeur de la gestion des fonds de placement actifs. C'est-à-dire qu'ils ont pris le marché des ETF et maintenant ils sont en train de prendre celui de la gestion active. Mais si les chercheurs et les médias opposent souvent les gestions indicielles et actives, donc les ETF et la gestion active, c'est-à-dire de choisir, de faire du stock picking, les professionnels emploient d'autres pistes. BlackRock, par exemple, n'oppose pas les deux styles de gestion, mais préconise une combinaison des deux. Les ETF permettent ainsi de gérer activement son portefeuille avec des produits bon marché. De plus, les ETF actifs expérimentent très bien ce mariage des styles. Il s'agit ici de profiter des avantages de coût de tracking error d'un ETF en visant un rendement supérieur à un indice de référence. On parle souvent d'enhanced ETF, qui veut dire ETF avancé, ETF amélioré. L'explosion des ETF actifs est en effet impressionnante. Leur montant s'élève à 565 milliards de dollars à la fin 2023 contre 58 milliards en 2017. On a fait x10 en 6 ans. Les investisseurs démontrent par leur comportement que si la gestion indicielle continue de progresser, la gestion active n'a pas de souci à se faire, si ce n'est de battre les indices. Cette tâche est suffisamment compliquée en soi. Et là, c'est typiquement ce que je te disais, c'est que en fait, tu as des mecs qui investissent en ETF de manière passive, mais qui choisissent des fonds actifs et qui choisissent plusieurs ETF et qui se disent tiens, moi en fait, je vais prendre un ETF pour investir de manière passive dans l'eau, mais tu choisis déjà d'investir dans l'eau, ce qui est quelque chose d'actif en soi. Et ensuite, il faut que ton ETF qui investisse dans l'eau, il investisse dans les bonnes boîtes parce que, spoiler, les boîtes qui vendent des bouteilles d'eau, en général, ne sont pas compris dans les ETF eau. Dans les ETF eau, ça va être genre Veolia, tout ce qui va être gestion des déchets, etc. Pas de l'eau en bouteille, donc désolé pour Danone et Nestlé. Bon voilà, cette vidéo a duré le temps qu'il fallait. Je t'avoue que ça m'avait manqué de parler de bourse. Ça m'avait manqué aussi de faire une vidéo longue parce que dernièrement, j'étais un peu pris dans mon appart. Et ça fait du bien psychologiquement de te retrouver. Je ne sais pas si tu ressens le même mood, mais moi, j'ai limite envie de parler pendant encore une demi-heure. Bon, je ne vais pas te tenir la patte trop longtemps non plus. Toujours, n'oublie pas, tu peux m'envoyer un petit commentaire. Là, tu m'écris, tu me dis ce que tu voudrais voir, si tu voudrais que je te partage plus l'avancée des travaux, si tu voudrais que je te partage plus des erreurs. Putain, il faut que je te fasse la liste de toutes les erreurs que j'ai faites d'ailleurs en IMO, que ce soit à l'ameublement, que ce soit à l'achat, que ce soit les lecs. Enfin,
36 000 trucs à faire. Bon, du coup, pour pas rater tous ces petits trucs et d'ailleurs les news que je donne en direct, tu as mes réseaux ici et sinon tu peux marquer ton prénom, ton email et tu pourras rejoindre en fait la liste email et être au courant de tout ce que je compte sortir, que ce soit des programmes, des rencontres, des visios, enfin tous les événements que j'aimerais créer qui malheureusement ne sont pas possibles à l'heure actuelle. Allez, c'est tout pour moi. En attendant, je te laisse regarder cette vidéo et d'ici là, investis bien.